Aujourd'hui, je vous parle des compléments alimentaires, mais avec des pincettes. D'abord, je ne suis pas un médecin et ce que je vais partager ici est uniquement le fruit de mon expérience personnelle, mes observations et mes lectures. Mon diplôme de biochimie date de 1990. Autant dire que j'ai appris la structure de l'ADN sur les tablettes d'argile. Mais ça me permet quand même de comprendre les mécanismes avant de tester. Si parmi vous, il y a des médecins, pharmaciens ou biochimistes plus récents que moi, 1990 ça pique, partagez votre avis en commentaire. Les retours concrets d'autres utilisateurs sont évidemment les bienvenus aussi. Je lis tout et réponds toujours. Bienvenue sur ma chaîne, je suis le vieux. Pendant des années, j'ai été très sceptique. Pour moi, les nutriments devaient venir de l'alimentation naturelle, comme c'était le cas pour nos ancêtres. Mais avec le temps, j'ai réalisé que nos modes de vie modernes ont changé la donne. On n'en mange plus certaines parties des animaux. La moelle, des organes riches en micronutriments. Je prends par exemple de la glycine car nos régimes manquent de tissus conjonctifs, peau, tendons d'animaux, riches en collagène et glycine. Nos fruits et légumes ont été sélectionnés pour leur aspect ou leur conservation, pas pour leur densité nutritionnelle. On passe peu de temps dehors, surtout en hiver, ce qui joue sur la synthèse de vitamine D. Et surtout, nous faisons partie des rares mammifères, avec les singes et les cobayes, qui ne synthétisent plus naturellement la vitamine C dans notre foie, à cause d'une mutation sur le gène GULO. D'autres mammifères la synthétisent à hauteur de 5 à 10 grammes par jour, ce qui suggère qu'une consommation bien supérieure à celle des recommandations officielles pourrait être plus proche de notre physiologie ancestrale. Les compléments ne remplacent pas une alimentation équilibrée, mais compensent des failles spécifiques du mode de vie moderne, car nos modes de vie créent des carences inédites. Hippocrate, souvent présenté comme le père de la médecine occidentale, a souligné il y a 2500 ans l'importance de l'alimentation pour la santé en écrivant, je cite, « que l'aliment soit ta médecine et la médecine ton aliment ». Cette idée résume sa philosophie, la prévention par une alimentation équilibrée, plutôt que le recours excessif aux médicaments. Les médecines traditionnelles, chinoises, ayurvédiques et d'autres, partagent aussi cette logique de terrain. Je ne suis pas contre les médicaments, ils peuvent être vitaux et la médecine moderne a sauvé des millions de vies. Mais personnellement, ma stratégie de fond est différente. Je choisis de travailler sur mon terrain. C'est-à-dire renforcer l'organisme en amont, soutenir l'immunité, l'adaptabilité, la vitalité, pour que le corps ait les meilleures armes possibles face aux agressions, qu'elles soient infectieuses, inflammatoires ou liées au vieillissement. Ce n'est pas une garantie de ne jamais tomber malade, mais c'est une logique de prévention, de soutien, d'hygiène de vie. Et dans cette logique-là, certains compléments choisis avec prudence peuvent jouer un rôle utile. Alors voilà, aujourd'hui je prends quelques produits, toujours avec discernement. Je vais vous dire lesquels, pourquoi, ce que j'ai vérifié scientifiquement et ce que j'ai constaté sur moi et parfois sur mes proches. J'assortirai le tout de mise en garde sur les effets indésirables possibles. Le premier de tous, la vitamine C, 5 à 10 grammes par jour, toute l'année. Vérification scientifique. L'humain ne synthétise plus la vitamine C naturellement par mutation du gène GULO, comme on l'a dit précédemment. Les mammifères qui le font, qui la synthétisent, en produisent l'équivalent de 2 à 10 grammes par jour. Une chèvre de 60 kg produit ainsi 5 grammes par jour, un chat 2 grammes. L'humain, avec la même physiologie de base, stress oxydatif, synthèse de collagène, mais sans production endogène, devrait logiquement viser des apports similaires. Dans une logique évolutive, si les autres mammifères en produisent beaucoup, pourquoi nous seuls nous en passerions-nous? Il n'y a pas de toxicité connue à haute dose en bonne santé, sauf effet laxatif possible, une diarrhée osmotique au-dessus de 10 grammes par jour. En fait, on atteint les limites de l'absorption intestinale. La vitamine C est hydrosoluble, l'excès est éliminé dans les urines. Ses rôles, antioxydants, soutien immunitaire, synthèse du collagène. La vitamine C est cruciale également en raison du stress oxydatif accru par la pollution, les pesticides de la vie moderne. Le corps s'adapte, certes, mais a des besoins invariants. Ici, pour nous, comme pour les autres mammifères, la vitamine C est essentielle. Et ce, peut-être au-delà des recommandations officielles. Ascorbique égale pour éviter le scorbut. Donc la dose prescrite est de 60 mg par jour. Mais ce dosage ne suffit pas forcément. 660 mg, c'est effectivement un 15e de gramme.
Ce dosage ne suffit pas forcément pour être à son plein potentiel de fonctionnement. Les apports nutritionnels conseillés, ANC, sont calibrés pour prévenir les carences graves, mais pas pour optimiser la santé. C'est comme dire que 1500 kcal par jour suffisent à ne pas mourir de faim, mais ils ne suffisent pas à être en pleine énergie. Ainsi, dans une approche de performance santé, 60 mg par jour éviterait le scorbut, 200 mg, on reviendra dessus plus tard, permet la saturation des globules blancs, 1 à 2 g réduction de la mortalité cardiovasculaire, c'est une grande étude qui a été faite, 5 à 10 g effet sur l'immunité-énergie, anecdotique mais cohérent avec la physiologie. Donc 1 à 10 g, logique pour recréer une physiologie mammalienne normale. Un petit point sur la saturation des globules blancs, c'est un point que j'ai moi-même découvert en me potassant la question. Les leucocytes, c'est-à-dire les globules blancs, accumulent de la vitamine C à des concentrations 30 à 50 fois supérieures au plasma. Une étude clé, Levin et al. 1996, a montré que 200 mg par jour suffisent à saturer leur taux plasmatique. Au-delà, l'excès est excrété. Pourquoi donc aller plus haut? La saturation des globules blancs, c'est différent de la saturation tissulaire peau, cerveau, surrénal. En cas d'infection stress, leur stock des globules blancs, leur stock en vitamine C chute brutalement. Un apport élevé permet de recharger plus vite. Donc exemple, un chirurgien, Dr Thomas Lévy, recommande 1 à 3 grammes toutes les 2 heures en cas de maladie aiguë, car les besoins en vitamine C explosent. Pour l'anecdote, Linus Pauling, 2 fois prix Nobel, a été un pionnier de la vitamine C à haute dose. Il en prenait 18 grammes par jour et a vécu en bonne santé jusqu'à 93 ans. Mais c'est un cas extrême, pas une norme statistique. Personnellement, il m'a inspiré, mais sans que je veuille le suivre aveuglément. Je reste à 5-10 grammes car c'est ce qui correspond à la production naturelle des mammifères de ma taille. Il faut souligner que les besoins en vitamine C varient selon les individus. Un fumeur, un stressé chronique ou un sportif a des besoins accrus. La vitamine C est consommée dans la détox et la réparation. La forme compte. L'acide ascorbique peut irriter l'estomac à jeun, c'est un acide faible. Les formes tamponnées, ascorbate de sodium ou liposomales sont mieux tolérées. Par contre, quand vous prenez des grandes quantités, 5 à 10 grammes, la forme liposomale, elle est quand même encore relativement chère, donc ça fait un budget conséquent. Tandis qu'au kilo en poudre, que ce soit en sel, en forme tamponnée, ascorbate de sodium ou carrément en acide ascorbique, vous pouvez avoir quelque chose de bonne qualité, produit en Chine, mais vérifié par des laboratoires français ou européens, autour de 20-30 € le kilo. La vitamine C seule ne fait pas tout. Elle marche en synergie avec les flavonoïdes, fruits colorés, et la vitamine E, noix, avocat, pour recycler les antioxydants. Attention cependant, bien que la vitamine C à haute dose soit généralement bien tolérée, des études récentes suggèrent qu'au-delà de 1 g par prise, l'absorption intestinale chute drastiquement. La forme liposomale pourrait améliorer l'absorption à haute dose, évitant l'effet laxatif. De plus, chez certaines personnes prédisposées, des doses supérieures à 2 g par jour pourraient favoriser les calculs rénaux oxaliques. Mon usage, je prends entre 5 et 10 g de vitamine C tous les jours depuis plusieurs années. Je la prends en poudre, étalée sur la journée par petites doses d'un demi-gramme, pour éviter l'effet plafonnement ou l'effet d'absorption moindre quand vous montez la dose. C'est-à-dire que prendre 10 fois 1 gramme dans la journée, c'est beaucoup moins efficace que de prendre 20 fois un demi-gramme. Donc sur moi, aucun effet secondaire et un rhume tous les 2 ans en moyenne. La vitamine D. Alors, 2000 unités par jour, ça correspond à une goutte. Alors de septembre à mai, 6 mauvais temps, donc ça va dépendre des saisons. En fait, c'est à prendre pour compenser la baisse de la luminosité et le raccourcissement des jours. Vérification scientifique, dosage modéré et sûr pour un adulte. Rôle validé, immunité, les os. La vitamine D influence l'humeur, récepteur dans le cerveau. Même si personnellement je ne le ressens pas, c'est un pont entre physique et mental. Un dosage sanguin annuel est recommandé pour adapter la supplémentation, car les besoins varient selon l'ensoleillement, la pigmentation cutanée et le métabolisme individuel. La toxicité de la vitamine D, bien que rare, est possible à très haute dose. On parle peut-être à partir de 4000 unités par jour ou plus. Mon usage, je la prends quotidiennement quand les jours raccourcissent. Sur moi, pas d'effet perceptible sur l'humeur, comme je l'ai dit, mais un constat simple, je ne suis quasiment jamais malade.
même pas un rhume par an. Je ne me suis jamais alité dans la journée depuis le chikungunya attrapé à La Réunion en 2006. La glycine. Alors, la glycine, elle est prise par moi depuis la course minimaliste. J'avais commencé par le collagène, et puis en étudiant le collagène, je suis tombé sur la glycine, qui est l'acide aminé majoritaire du collagène à hauteur de 30%. Les acides aminés sont les petites briques qui constituent les protéines. Vérification scientifique, neurotransmetteurs, inhibiteurs, effet calmant. Donc, ce que j'ai découvert par la suite, je vous en parlerai. Acide aminé majoritaire du collagène, donc jusqu'à 30%. Rôle clé dans le sommeil profond, la relaxation en synergie avec le GABA, acide gamma-aminobutyrique, autre neurotransmetteur inhibiteur. Ce rôle dans la gestion du stress est en lien avec une santé globale, évidemment. Rôle dans la détoxification hépatique, appuyé par des études récentes. Les études montrent des effets positifs à des doses de 3 à 5 grammes par jour, mais des doses supérieures à 10 grammes pourraient potentialiser certains médicaments sédatifs. Les personnes sous traitement psychotrope doivent consulter un médecin. De façon générale, vous devez consulter un médecin pour tout changement d'hygiène de vie, surtout si vous avez une condition médicale. Mon usage, l'alimentation moderne engendrerait un déficit de 10 grammes par jour. Je l'ai d'abord prise pour les tendons et le collagène, mais j'ai constaté après coup un effet calmant véritable sur moi, ma femme et ma mère. Un effet calmant et surtout un sommeil facilité. C'est seulement après coup que j'ai vérifié son action neuroinhibitrice. Donc pour moi, en tout cas en l'occurrence, puisque je ne m'attendais pas à cet effet, il n'y a pas d'effet placebo. Du fait de l'attente d'être calmé par la substance, je ne l'ai pas prise pour ça. Collagène en peptides, donc ça c'est ce que j'ai pris au début. Absorbé sous forme de peptides, donc des groupements d'acides aminés, des chaînes plus courtes que dans les protéines. Effet documenté sur la peau, les articulations, les tendons. Son efficacité est optimisée avec de la vitamine C, donc vous avez une synergie pour la synthèse du collagène endogène. La plupart des études montrent un effet à partir de 10 grammes par jour des peptides de collagène. Attention aux produits contenant des additifs ou des allergènes cachés, poissons, œufs. Mon usage depuis la course minimaliste pour les tendons et articulations, ça me réussit. Et maintenant, surtout en synergie avec la glycine. Alors si je devais en arrêter un, ce serait peut-être le collagène. Mais comme les deux fonctionnent très bien ensemble, j'ai peur d'en arrêter un. En fait, tout simplement, au bout d'un certain nombre de produits, vous ne savez pas exactement, avec les interactions, ce qui peut marcher ou pas. Et donc, vous hésitez à en arrêter certains. La mélatonine. Donc, 1,9 mg le soir, en forme sublinguale. Ce n'est pas un somnifère classique, mais ça donne un coup de pouce à l'endormissement et m'aide à garder un sommeil plus profond durant la nuit. Indication validée, troubles du sommeil léger, surtout endormissement, décalage horaire, jet lag, dérèglement du rythme circadien, travail posté, écran tardif. Baisse de production naturelle avec l'âge et avec l'exposition à la lumière artificielle. Autorisé en France sans ordonnance à des doses inférieures à 2 mg. Ce qui est scientifiquement vérifié. Physiologie. Hormone produite par la glande pinéale à partir de la sérotonine. Sécrétée en réponse à l'obscurité avec un pic naturel entre 2 et 4 heures du matin. Baisse avec l'âge. La production diminue de 40% entre 20 et 60 ans. Vieillissement de la glande pinéale, donc Karasek et al. 2004. Efficacité clinique, réduction du temps d'endormissement de 20 à 30 minutes versus placebo, méta-analyse Cochrane 2022. Aucun effet d'accoutumance à faible dose, c'est-à-dire inférieur à 2 mg, celle qui le classe dans les compléments alimentaires et pas dans les médicaments. Controverse et prudence. Neuroprotection, rôle antioxydant démontré in vitro, mais bénéfices cliniques encore flous. Ça, c'est Lancet Neurologie en 2020. Immunité, effet supposé, mais non validé pour usage thérapeutique. Effets secondaires, somnolence diurne possible si mal dosée ou prise trop tôt. Interaction possible avec antidépresseurs, ISRS, benzodiazépine ou fluoroquinolone. Contre-indication, maladie auto-immune, grossesse, enfant sans suivi médical. Vous voyez, pour un produit qui est vendu par Internet comme ça librement, comme complément alimentaire, il faut quand même se renseigner. Dans tous les cas, il faut toujours vous renseigner sur ce que vous prenez. Voie métabolique, biochimie simplifiée. Bon, la synthèse, elle se fait par le tryptophane, qui est un autre acide aminé, ensuite sérotonine, mélatonine. Dégradation par le foie, et ralentie par la caféine et par certains médicaments. Mon usage personnel, je la prends chaque soir depuis plusieurs années, maintenant en sublingual, à 1,9 mg par jour.
Donc pourquoi ce choix? Après 60 ans, la production naturelle décline fortement. Le travail sur écran en soirée, hein, j'ai passé beaucoup de temps à une formation où j'étais beaucoup sur écran, donc j'avais énormément de lumière artificielle et en soirée. Donc la supplémentation va compenser. Je n'ai constaté aucune accoutumance, je fais parfois des pauses sans effet rebond. Résultat concret, endormissement en moins de 30 minutes contre plus d'une heure sans, surtout avec la prise sublinguale, je vais détailler après. Et moins de réveil nocturne. Et l'association avec la glycine est flagrant. Forme sublinguale, pourquoi et comment? Donc sous la langue, hein, sublinguale sous la langue. Avantage, évite le passage hépatique. Absorption directe par les capillaires sous la langue. Effet rapide, vous avez un pic plasmatique en 10-15 minutes versus 30-60 par voie orale. Et puis une double phase, c'est-à-dire que 0,5 mg sont absorbés rapidement pour l'endormissement et il reste 1,4 mg digérés plus lentement pour le maintien du sommeil. Données scientifiques, étude Andersen et al. 2016, sublingual, pic en 12 minutes. Brzezinski et al. 2005, efficacité plafonnée au-delà de 2 mg, sanguin mais avec plus de risques. Donc ça ne sert à rien d'en prendre plus, mais beaucoup. Mon protocole, je prends 1,9 mg par soir en sublingual. En réalité, 0,5 mg passe directement dans le sang, le reste est digéré. Ainsi, j'ai une petite dose rapide pour l'endormissement et puis une dose prolongée qui m'accompagne la nuit. On rappelle que ça reste une hormone qui est théoriquement, naturellement sécrétée. Conseil pratique, choisir des comprimés sans édulcorant, hein, irritant pour les muqueuses. Garder le comprimé sous la langue 10 minutes sans avaler. Éviter le café après 17 h, il bloque les récepteurs à mélatonine. Alors on entre dans, oui, on est toujours dans des compléments, mais alors j'hésitais à le mettre en complément alimentaire parce que c'est la nourriture, c'est une partie de la nourriture des Indiens du Canyon du Mexique, des Copper Canyon décrits dans Born to Run, sorti en 2009, hein, qui m'a mis à la course minimaliste. Graines de chia bio, une cuillère à soupe par jour. Indication usuelle, source végétale d'oméga 3, acide alpha-linolénique, riche en fibres solubles, effet rassasiant, transit. Apport complémentaire en protéines végétales, magnésium, calcium. Alors ce qui est scientifiquement vérifié. Oméga 3 végétaux, le chia contient jusqu'à 18 grammes pour 100 grammes d'ALA. Donc on en dit ALA, acide alpha-linolénique. Fibre alimentaire, 30 à 35% de la graine, effet gélifiant dans l'eau, ralentit l'absorption des glucides. Antioxydant riche en polyphénol protecteur. Donc je vous passe les sources, hein, je les ai à disposition. Ce qui reste à nuancer, donc la conversion en oméga 3 actif est faible chez l'humain, donc effet cardiovasculaire modeste. Les bénéfices digestifs varient selon le microbiote et l'hydratation. Voie métabolique, rôle des fibres et des acides linoléniques. Les fibres solubles forment un gel, ralentissent le transit et la charge glycémique. Donc l'ALA est un précurseur des eicosanoïdes anti-inflammatoires, mais conversion limitée. Donc là, on est vraiment dans le détail de la biochimie. Effet secondaire et mise en garde quand même, risque explication. Un risque ballonnement, si prise excessive sans eau ou intestin sensible, je vous le recommande avec de l'eau. Risque d'interaction, hypotension si déjà sous traitement anti-hypertenseur, interaction possible en théorie mais effet modeste. Allergie rare mais possible, famille des Lamiacées. Alors mon usage personnel, je les consomme tous les jours depuis 2021, après avoir découvert leur usage traditionnel dans Born to Run qui a déclenché ma reconversion vers la course et ma conversion tout court vers la course minimaliste. Je les prends en version bio, généralement une cuillère à soupe dans un mélange d'eau et de jus d'orange au retour de la course. Effet observé, honnêtement difficile à isoler, car je suis en forme. Zinc, c'est ça, oui. Zinc ponctuellement quand je couvre quelque chose. Vérification scientifique, effet antiviral en phase précoce confirmée. À dose excessive et prolongée, attention au déficit en cuivre. La limite supérieure de sécurité, c'est de 40 mg par jour, 15 mg pour les enfants. Une supplémentation prolongée doit impérativement être accompagnée de cuivre. Ratio zinc-cuivre, 10 pour 1. Pour éviter les carences, mon usage, j'en prends ponctuellement au tout début d'une infection ou en cas de fatigue, je ne sais pas, ça va être sur 2-3 jours, quoi, en hiver. Donc, effet préventif ressenti, oui, dans la mesure où en fait, je ne tombe pas malade. Hein. Pour vérifier que quelque chose ne se passe pas, ça peut être assez compliqué. Huiles essentielles. L'arbre à thé, alors ça c'est vraiment notre must, mais il y a des précautions d'usage. D'ailleurs, on l'a pris plutôt en grande bouteille.
Antimicrobien reconnu, usage cutané. L'arbre à thé est un perturbateur endocrinien à forte dose, évité chez les enfants et les femmes enceintes. Ravinsara, très utilisé pour la stimulation immunitaire. Alors, Eucalyptus radiata pour tout sèche, on n'en a plus parce qu'on n'en prend plus en fait. Et pour tout grasse, il nous en reste un flacon, Eucalyptus globulus. Attention, les eucalyptus sont contre-indiqués chez les asthmatiques et les épileptiques. Jamais d'ingestion sans avis médical, hein, pour moi c'est inhalation. Risque allergique important, toujours testé, hein, on parle des eucalyptus surtout, toujours testé sur le pli du coude. Mon usage, personnellement, j'utilise arbre à thé Ravinsara sur plaie, bouton en début de rhume, en inhalation. Eucalyptus globulus pour les toux grasses, en inhalation, mais c'est vraiment très, très rare. Alors, l'extrait de pépins de pamplemousse, très anodin d'apparence, toujours pareil, hein, vente libre, etc. Mais beaucoup de précautions, vous allez voir. Vérification scientifique, activité antibactérienne in vitro connue, interaction médicamenteuse possible. Par le cytochrome P450, on détaillera après. Hein. Cet effet sur ce cytochrome peut durer 72 heures après la dernière prise avec des interactions possibles avec antidépresseurs, statines, anticoagulants, immunosuppresseurs et contraceptifs oraux. Donc l'extrait de pépins de pamplemousse contient des flavonoïdes qui bloquent l'enzyme CYP3A4 qui métabolise. Donc cette même enzyme métabolise 40-50% des médicaments dans le foie et l'intestin. Donc conséquence, si cette enzyme est inhibée, les médicaments ne sont plus bien dégradés. Donc leur concentration sanguine augmente et peut augmenter dangereusement. Donc interaction médicamenteuse critique. Voilà pourquoi ça peut être problématique avec certains médicaments. Alors là, je vous donne le tableau, je vous donne un exemple. Exemple avec certains anticoagulants comme le Xarelto, surdosage, hémorragie grave. Donc, vous voyez, ce n'est pas anodin. Statine, simvastatine, risque accumulation, destruction musculaire. Antidépresseurs comme Prozac ou Zoloft, excès de sérotonine, syndrome sérotoninergique, agitation, convulsion. Immunosuppresseurs, cyclosporine, surdosage, toxicité rénale. Contraceptifs, pilules oestrogestatives, pic d'hormones, donc risque de thrombose. Vous voyez, ce n'est pas du tout anodin. La durée d'inhibition peut aller jusqu'à 72 heures, donc l'inhibition persiste 3 jours après la dernière prise d'extrait de pépins de pamplemousse. Donc solution, arrêter l'extrait de pépins de pamplemousse 5 jours avant de prendre un médicament à risque ou consulter un pharmacien. Autre précaution, pas d'extrait de pépins de pamplemousse en cas de traitement chronique sans avis médical. Bon, alternative, vous avez la propolis, le sureau, ou d'autres substances naturelles. Mon usage, j'en prends très très ponctuellement, peut-être je sais pas, une fois ou deux en hiver quand je sens que je vais peut-être couver quelque chose, et encore c'est pas systématique tous les ans, quand je ressens des premiers signes d'infection. Jamais de soucis observés avec, j'ai aucune condition médicale et pas de traitement du coup médicamenteux. Spray à la propolis, alors ça je voulais l'ajouter, je l'ai ajouté en dernière minute parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'avais sans arrêt sur moi. En hiver en tout cas. Usage nomade contre le mal de gorge, hein, un peu une maladie professionnelle chez les enseignants. Vérification scientifique. Propolis, résine végétale récoltée par les abeilles, enrichie en enzymes et composés actifs. Propriétés reconnues, antibactérienne et antivirale in vitro seulement. Anti-inflammatoire local sur les muqueuses ORL. Effet anesthésiant doux, flavonoïdes plus acide phénolique. Donc, étude, activité inhibitrice sur Streptococcus mutans et Haemophilus influenza, infection ORL, pardon. Réduction de la douleur et du gonflement dans les angines virales sans antibiothérapie. Synergie avec le miel pour l'apaisement des tissus irrités. Format spray alcoolisé, plus d'efficacité mais goût fort, ou à base aqueuse, plus de tolérance mais efficacité inférieure. Personnellement, je prends les sprays alcoolisés. En fait, quand ça pique, c'est que j'en ai encore besoin. Quand ça arrête de piquer, c'est que la gorge n'est plus irritée. J'en garde toujours un flacon dans mon sac ou ma veste ou à l'école, notamment en automne, hiver ou en déplacement, dès les premiers picotements de gorge ou tiraillements au niveau du voile du palais. Donc c'est plutôt du préventif, ça évite que quelque chose s'installe. Donc goût fort, on l'a dit, mais effet ressenti sous 15 à 30 minutes, apaisement local, moins de sensation d'inflammation, ça peut vous sauver votre journée de travail parfois. Donc utilisez également en prévention après exposition au froid ou à l'humidité, balade prolongée, tournage dehors, etc. Précautions et mises en garde, risque, détail, risque allergie, contre-indiqué en cas d'allergie aux produits de la ruche, propolis, miel, pollen.
Asthme terrain atopique. La propolis peut être irritante pour les voies respiratoires chez certains sujets sensibles, enfants inférieurs à 6 ans, à éviter ou utiliser sous contrôle médical. Grossesse, peu de données, donc par principe de précaution, pas pendant la grossesse. C'est valable pour toutes les substances. Spray alcoolisé, picotement à l'application, goût amer parfois, difficile à supporter. Pourquoi je l'ai intégré à mon hygiène? C'est un produit nomade, simple, sans effet systémique, donc très pratique. Il ne remplace pas un traitement antibiotique si besoin, c'est-à-dire si vraiment quelque chose se déclare, mais agit en amont pour soulager et peut éviter une surinfection. Je l'utilise en complément d'une stratégie de terrain globale, vitamine C, vitamine D, bon sommeil, etc. Donc spray à base de propolis brute concentré, si possible en bio, de pulvérisation au fond de la gorge, à renouveler jusqu'à 5 fois par jour selon la gène. Vous avez tout ça dans la notice de toute façon. Et des cures courtes, 3 à 5 jours maximum, ou des disparitions des symptômes, si ça persiste, vous consultez. Alternative naturelle, tisane au thym plus miel plus citron pour les gorges plus sensibles. Si l'irritation est persistante, le gel d'aloe vera à avaler, adoucissant plus cicatrisant naturel. Alors, quelque chose que je ne vais pas vous montrer, parce que ce ne sont pas des compléments, mais des médicaments, même si pour l'aspirine, vous pouvez les avoir comme ça. Dans les cas exceptionnels, je ne suis pas anti-médicament, ça peut m'arriver de prendre des glucocorticoïdes et de l'aspirine. Mon usage, en moyenne, une laryngite tous les 2 ans, donc maladie professionnelle. Dans un cas sur 2, je prends un glucocorticoïde sur prescription pour éviter de manquer le travail. Donc un cas sur 2, sachant que j'en ai une tous les 2 ans, ça fait à peu près une fois tous les 4 ans. Donc je suis la prescription. Rappel important, ces médicaments immunosuppresseurs ne doivent jamais être pris en cas d'infection bactérienne ou fongique non contrôlée, sous peine d'aggravation sévère. C'est pour ça qu'il vous faut consulter quelqu'un, même si vous avez un ancien stock de comprimés qui traînent, vous ne les prenez pas de vous-même. Une fois toutes les quelques années, de l'aspirine pour une poussée dentaire, par exemple. J'ai des dents de sagesse incluses qui m'ont bien fait danser il y a quelques années, qui poussaient en me poussant les autres. Et effectivement, vraiment de douleur aiguë, si vraiment de l'aspirine, par exemple, ça va être... je vais me frotter de la poudre d'aspirine sur les gencives pour pouvoir trouver le sommeil, tout simplement. Donc là, c'est vraiment anecdotique, c'est toutes les quelques années. Aspirine, vous savez, risque d'ulcère ou d'hémorragie à forte dose ou cumul, mais une prise tous les temps d'années reste anecdotique. Usage externe. Alors, aloe vera, arnica, bicarbonate. Aloe vera. Oh, voilà, donc ça c'est le pack de 5 litres, parce que celui-là en plus c'est bio, 99% fait en France. Usage externe évidemment. Pourquoi je prends ces quantités? Parce qu'il sert énormément. Pour la peau en général, en après-rasage, avant, après le soleil. J'en mets à la place d'une crème solaire pour hydrater et protéger, sachant que l'exposition progressive au soleil et se couvrir quand vraiment il fait chaud, c'est-à-dire éviter de se faire ce que je fais là, être en plein soleil, quoi. Il doit être 10 heures au soleil, bon ça va encore. Éviter d'être longtemps en plein soleil et vous exposer progressivement pour que la peau s'habitue. Donc on ne va pas débattre sur les crèmes solaires, ça ne fera pas l'objet non plus d'une vidéo. J'en mets à la place d'une crème solaire pour hydrater et protéger. Arnica Montana Bio, pareil, est-ce qu'il est bio celui-ci? Je ne sais pas, en fait c'est un ancien tube et on complète avec, on a acheté pareil un pack un peu plus gros. En gel pour les coups, douleurs ou fatigue musculaire, effet notable. Pas de déodorant, j'utilise du bicarbonate de soude alimentaire, effectivement. Chez moi c'est très efficace. En plus avec l'alimentation, en fait, avec l'alimentation sans sucre et l'alimentation modifiée, modifie également votre flore microbienne au niveau des aisselles ou autres. Et en fait déjà vous transpirez moins avec la course, vous transpirez vous transpirez différemment. Et une petite pincée humidifiée le matin en fait remplace pour moi depuis des années les déodorants. Donc pour un prix ridicule. Bon, vous allez me dire que tout ça fait beaucoup. Et si je ne devais garder que les 4 plus importants à mes yeux? Bon, forcément, il y aurait la vitamine C. Donc, parce que nous sommes une rareté évolutive parmi les quelques espèces de mammifères ne la synthétisant pas. Est-ce que ça vient de notre séjour parmi les arbres de la forêt? Il fallait tendre la main pour attraper des oranges ou des bananes. C'est possible, le foie a décidé de ne plus le synthétiser parce que la synthèse est quand même assez lourde, coûteuse énergétiquement. Et c'est possible qu'il y ait eu effectivement cette mutation pour des questions d'économie énergétique. Mais nous ne vivons plus dans la forêt, nous ne mangeons plus 10 à 15 kg d'oranges par jour.
Donc j'estime qu'elle est vraiment essentielle, en tout cas pour moi. Alors renseignez-vous, pour les doses, je ne prescris rien du tout. Je vous fais part de mon expérience personnelle. La vitamine D de septembre à mai, selon l'ensoleillement, évidemment. Alors celle-ci, en fait, ça nous a été prescrit par un vrai médecin, conseillé par un vrai médecin, puisque vous la trouvez en vente libre. Alors il faut préciser que c'est une forme liposoluble, et donc là, celle-ci, elle est directement incluse dans de l'huile. Une goutte, vous avez vos 2000 unités. Alors ce médecin m'a dit que nous, adultes vieillissants, pouvions aller sans problème jusqu'à 2 gouttes, c'est-à-dire 4000 unités. Donc ça serait vraiment mes 2 impératifs. Alors, et puis la glycine, évidemment. La glycine, si je devais choisir d'arrêter soit le collagène, soit la glycine, j'arrêterais le collagène. Je garderai la glycine pour son effet, effectivement, neuroinhibiteur, c'est-à-dire son effet calmant. C'est pas que ce soit une molécule en plus qui va nous calmer, en fait. On retrouve des doses normales. Comme il nous en manque à l'état naturel, on est naturellement surstimulé. Donc restaurer le dosage normal de glycine, à hauteur de 10 grammes par jour de supplémentation, nous permet de retrouver un fonctionnement naturellement plus apaisé. Alors n'oubliez pas que toute supplémentation, même pour des choses anodines qui sont vendues comme complément alimentaire, ça comporte toujours des risques. Un produit actif a aussi des effets indésirables ou secondaires potentiels. Interactions médicamenteuses, contre-indications individuelles, effets paradoxaux à haute dose, c'est-à-dire des effets qui font le contraire de ce pourquoi on le prend. Un bilan sanguin annuel et un avis médical personnalisé sont indispensables avant toute cure prolongée. Conclusion, tout ce que je viens de détailler est personnel, issu de mes essais, de mes lectures, de ma santé à 60 ans. Je vous rappelle que je ne suis ni médecin ni naturopathe, mais je partage ce qui m'a réussi en espérant que cela nourrisse votre propre réflexion. L'être humain est un organisme adaptatif, même si l'adaptabilité a ses limites. À chacun de trouver son propre équilibre. Merci d'avoir regardé. Si ce type de vidéo vous intéresse, vous êtes toujours les bienvenus sur ma chaîne. Portez-vous bien. Ciao.